Bienvenue dans Génération République. Comme chaque mois, Génération République s'efforce de réconcilier notre jeunesse avec notre République, ses institutions et les questions qui se posent dans notre société d'aujourd'hui. Et dans ce nouveau numéro, nous allons parler de laïcité. Ce sont des étudiants qui vont discuter de cet idéal, de ce principe, de son cadre juridique et penser le vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est le centre universitaire Malesherbes, Paris 4, Sorbonne, qui nous accueille. Ces locaux appartenaient avant à HEC et aujourd'hui, ce sont plutôt des étudiants de langue, de littérature, de civilisation étrangère qui se sont appropriés les lieux. C'est ici que les étudiants vont faire état de leur conception de la laïcité. Et pour nous éclairer, pour nous aider à réfléchir, eh bien, le philosophe ruénogien sera avec nous. Allez, immersion. Et bonjour. Bonjour. Vous dites très bien bonjour. Merci d'être là. Vous savez de quoi on va parler? On va parler de la laïcité. Première question, très primaire, manichéenne. Vous êtes pour ou contre? Qui est pour? En général, le sujet fait toujours consensus. Globalement, on est plutôt pour la laïcité. Mais le problème, c'est d'arriver à définir les subtilités par rapport à la laïcité. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a énormément de débats. La laïcité, c'est globalement en fait, ce qui nous permet de vivre ensemble. C'est la séparation en fait, de l'État avec les religions. Ça revendique aussi la liberté en fait, de l'individu en lui-même, de pratiquer sa religion. C'est globalement ce qui nous permet de vivre ensemble. Ça permet un peu le vivre ensemble, hein, Raphaëlla? Oui, c'est ça, c'est ce qui fait que la sphère du religieux est séparée de la sphère du politique et que finalement le religieux il est remis dans la sphère privée, mais qu'il est protégé grâce à la laïcité, puisqu'on est protégé dans nos croyances, on a le droit de croire, on a le droit de pratiquer, tant que ça ne dérange pas dans la sphère publique. Oui. Et donc voilà, la laïcité, ça garantit ça. Il y a un invité qui est avec nous via webcam, qui s'appelle Ruénogien, qui est philosophe, qui est directeur de recherche au CNRS en philosophie morale, anthropologue. J'aimerais que vous apportiez votre éclairage, votre regard sur ce qui a été dit par les étudiants jusque-là. Oui, au fond, une des raisons pour lesquelles il faut absolument séparer l'Église de l'État, ou les différentes églises de l'État, c'est des raisons, si vous voulez, de paix civile, de stabilité sociale. Il faut faire attention, on est dans un pays dans lequel il y a différentes croyances. Si on veut éviter des guerres de religion, alors il faut qu'il y ait des institutions qui permettent à chacune de s'exprimer sans se faire la guerre. Ça, c'est des raisons pratiques. Mais il y a d'autres raisons, d'autres justifications à la séparation de l'Église et l'État. C'est une certaine forme de culte de la raison. On croit que les religions en général, c'est quelque chose qui exprime un état primitif de la pensée humaine et il faut essayer de s'arracher à la religion autant que possible parce que c'est quelque chose qui témoignera d'un progrès de l'humanité. J'aimerais qu'on continue à faire cette passerelle entre la pensée et la politique. Je voudrais que vous regardiez un reportage que nous avons fait qui va retracer l'histoire de la laïcité en France. Regardez. Instituteur versus curé. Morale laïque versus morale religieuse. Qui de ces deux pour encadrer la démocratie et fixer ses limites? Le bras de fer pour instaurer en France un État laïque a été long. Le premier déclic, c'est la Révolution de 1789. La France ne se perçoit plus comme la fille aînée de l'Église. Toutes les femmes et tous les hommes désormais ne sont plus déterminés par leur communauté d'origine, ils sont déterminés par le fait qu'ils sont des citoyens. Et le lieu, comme dit Condorcet, où l'on va apprendre à être citoyen, c'est l'école. Avec les lois de Jules Ferry, l'école sera en fait le premier lieu de la République à devenir vraiment laïque, avant l'État. Mais elles ouvrent ainsi la voie à la loi de 1905. L'État chez lui, l'Église chez elle, dira Victor Hugo. Contrairement à ce qui a pu être dit, la loi de 1905 n'est pas anti-religieuse. Il y est dit que l'État garantit la liberté de conscience, c'est la première condition de la laïcité, c'est-à-dire être libre de croire ou de ne pas croire. Deuxième élément, liberté de culte. L'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Tout cela conduit logiquement à l'indépendance réciproque des églises et de l'État. La laïcité s'inscrit dans le préambule de la Constitution de la 4e République, puis dans l'article 1er de la Constitution de 1958.
La France devient une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais tout n'est pas gagné et les défenseurs de la laïcité restent vigilants. Par exemple, le Concordat, le statut d'exception d'Alsace-Moselle qui engage l'État à financer les lieux de culte, est toujours en vigueur. L'Alsace-Moselle, pour moi, est l'atteinte la plus grave à la laïcité, puisqu'en Alsace-Moselle, il n'y a pas la loi de 1905, et donc le clergé est payé par l'État. Il y a 1400 membres du clergé qui sont payés par les impôts publics de tout le monde, de toute la France. Bon. Et ensuite, la loi de Jules Ferry, qui laïcise l'école publique, n'est pas appliquée également en Alsace-Moselle. Bon. Donc les deux lois principales sur lesquelles repose la laïcité française ne sont pas appliquées en Alsace-Moselle, alors même que la France est une république indivisible. La laïcité, un acquis toujours un peu fragile. À la fin des années 80, par exemple, le paysage religieux change en France. Le port du voile pose alors problème à l'école. En 2003, rebelote, le 11 septembre et la deuxième intifada ravivent les tensions religieuses. En 2002-2003, il y a des tensions entre élèves musulmans et élèves juifs dans les écoles. La commission Stasi se dit qu'il faut ramener du calme dans les établissements scolaires. Bon. De ces 26 propositions, on n'a été retenu que celle qui concernait les signes religieux ostensibles. C'est à la fois l'interdiction du foulard et de la kippa. La laïcité est de nouveau chahutée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Dieu transcendant qui est dans la pensée et dans le cœur de chaque homme. On assiste à un brouillage des frontières. La séparation de l'Église et de l'État n'est plus aussi nette que le dicte la loi de 1905. Le bilan du quinquennat qui vient de s'achever, de ce point de vue, ressemble à un poème à la Prévert. Que ce soit en effet le discours du Latran, ou le président de la République qui est le premier magistrat qui représente toute la France, qui représente la République, se met à dire que le prêtre, c'est mieux que l'instituteur en matière d'éthique. On se prend à rêver. Le discours lors de la réception du pape à l'Élysée, où l'un et l'autre parlent de laïcité positive. Quand il veut dire laïcité positive, il veut dire que c'est une laïcité qui va mettre ce qu'il appelle les racines catholiques de la France sur un piédestal, et donc qui ne va pas appliquer les exigences de laïcité au catholicisme. D'une laïcité positive. Léger glissement de terrain, cette laïcité positive veut réinitier des liens privilégiés entre le catholicisme et l'État. Mais quid aujourd'hui de ce principe constitutionnel ? Je vous rappelle que le principe constitutionnel qu'on vient d'évoquer dans le sujet, c'est dans l'article 1er de la Constitution de 1958, la France devient une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Au vu du sujet, Jérémy, est-ce que tu as l'impression qu'on est dans une sorte d'homogénéité, de laïcité, de neutralité ? Le problème dans notre laïcité, c'est qu'on indique que la République est indivisible, mais en même temps, on reconnaît les communautés. Et plusieurs communautés ne forment pas l'indivisible. C'est-à-dire que, par exemple, je trouverais assez judicieux, ça n'engage que moi, de rajouter parmi ces termes « ne reconnaît aucune communauté ». Est-ce que tu parles de communauté ou est-ce que tu parles de communauté religieuse ? Je parle de communauté au sens large. C'est-à-dire que la France devrait être une, pas puzzle, pas pluriel. Une et indivisible. Là, on n'est pas une. On est plusieurs communautés. Soit on statue sur le fait... Mais on est une république. Oui. On n'a pas dit une communauté indivisible. Oui. Tu es en train de dire que la France n'est pas unie entre tous les Français. J'ai l'impression que tu es en train de mettre des communautés de partout. J'ai l'impression que tu es en train de dire que ces communautés-là ne respectent pas la République. Non. Il ne faut pas nier le fait que notre pays a une histoire. L'histoire, elle évolue. C'est pas la même chose. Ah non, parce que moi je suis par exemple tolérant avec le fait que je peux aimer n'importe qui, aider n'importe qui, tolérer n'importe qui dans mon pays, à condition qu'il respecte les lois de la République. Dans ton pays, dans notre pays. Dans notre pays. Non, mais je parle à mon nom. Donc, dans mon pays, là. Ah oui, parce que tu me piques pas mon pays. Non, je serais seul dans mon pays, je serais un petit peu... Un peu seul. Il y a quand même une troisième option sur la définition des différentes sphères, espace public, espace privé. Il y a les institutions publiques. En l'occurrence, on peut prendre en exemple l'école. Qu'est-ce que ça t'évoque ?
C'est le terreau où on plante les germes d'où émergera le futur citoyen, la future citoyenne. Et donc c'est là qu'il faut commencer à débattre. Aujourd'hui, on parle d'instituer des cours d'éthique laïque, de morale laïque. Voilà. L'Allemagne a depuis longtemps un cours d'éthique dans ses écoles. Nous, on avait des cours d'éducation civique. On a, de mon temps, c'était le CJS. Oh là là, oui, toi aussi, t'es vieux comme moi. L'éducation civique, juridique et sociale. Oui, ouais. Oui. Bon, en l'occurrence, les cours de morale laïque, puisque tu l'évoques, qu'est-ce que ça vous... Je pense que c'est très important. Oui, Natacha. Enfin, voilà. Je pense que c'est super important de faire évoluer ces cours-là pour les adapter à la société actuelle. Ça veut dire quoi? Parce que finalement, il y a 91% de la population, quand on dit morale laïque, est-ce que vous êtes pour ou contre, qui disent oui, c'est super. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on sait? Est-ce que tu as une idée, Marie? Simplement, au même titre que le respect, au même titre que plein de valeurs qu'on est censé porter, au même titre que la tolérance, je pense que c'est des valeurs déjà que les professeurs, en enseignant ces valeurs à l'école, ils rencontrent beaucoup de problèmes. On a beaucoup de professeurs, par exemple, quand on faisait des cours de sciences et vie de la Terre au lycée, on a beaucoup d'élèves qui étaient en opposition frontale avec tout ce qui concernait la théorie de l'évolution de Darwin, par exemple. Donc c'est des questions qui frontalement... Beaucoup. On les entend plus que les autres parce que c'est surprenant. Tout à fait. Mais c'est pas beaucoup. Personnellement, j'étais dans un lycée en Seine-Saint-Denis et il y a une grande mixité sociale, quelque chose qui est très riche culturellement et c'est quelque chose qui est facteur d'une grande discussion entre nous. Je ne suis pas forcément convaincue que la morale... C'est bien joli comme ça, comme vous disiez, c'est bien joli, c'est quelque chose... Oui, ça serait bien que ce soit enseigné à l'école quand même, mais est-ce que c'est le rôle des professeurs? Est-ce que c'est pas tout simplement le rôle de nos parents de nous enseigner la tolérance, la laïcité? Est-ce que c'est pas dans l'éducation tout simplement? Est-ce qu'on mélange pas? Est-ce qu'on pose pas des mauvaises questions? Est-ce que c'est pas un besoin si la question se pose? Je pense que la remise en question, elle n'est pas sur le bon terrain. La question doit se poser dans la sphère privée. C'est pas forcément à la maison que les parents vont faire ce travail-là. Et c'est dans les institutions publiques comme l'école qu'on peut toucher un plus grand nombre et permettre une meilleure connaissance de la diversité dans une société multiculturelle. Moi, en fait, je pense que l'école éduque vraiment. Et c'est pas seulement le rôle des parents. Parce que les enfants, même, sont depuis le plus bas âge, en fait, ils passent beaucoup de temps à l'école. Et justement, c'est là où il y a un problème, je pense, parce que... Est-ce que ça ne développe pas l'intolérance, justement, de cacher les religions? Est-ce que si jamais, dès le plus bas âge, on met à la vue de tous que les camarades sont différents, mais ils peuvent vivre ensemble très bien, ça pousserait les jeunes à s'accepter entre eux? Je pense que c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, on ne peut pas rester avec les lois de 1905 et se dire qu'il n'y a pas d'évolution par rapport à ce modèle et prendre la loi et dire « ah bah alors il faut appliquer ça comme ça ». Non, c'est des vraies discussions à avoir. La question, c'est comment est-ce qu'on va les avoir? Est-ce qu'on a envie de les avoir en stigmatisant ou est-ce qu'on a envie d'avoir une discussion productive qui va faire évoluer notre modèle de laïcité? Évoluer ou préserver, mais en tout cas, c'est des choix à faire et c'est des choix à discuter et à rejustifier à chaque étape. Tu viens de parler de stigmatiser certaines religions. En l'occurrence, on parle clairement de l'islam quand on parle de stigmatiser aujourd'hui les religions. Je voudrais maintenant qu'on aborde le sujet encore d'une autre façon, sous un autre angle. C'est quelle liberté pour les religions dans notre État laïque? Je vous propose de regarder tout de suite un reportage sur ce sujet. La religion n'a aucune place dans l'espace public. C'est une affaire privée. Les cultes s'expriment comme n'importe quelle association libre, mais sans aucun mot à dire, je dirais, sur l'organisation de cette société. Ça ne veut pas dire que c'est une affaire individuelle, c'est une affaire privée qui peut être collective, qui peut concerner un grand nombre de gens. Donc la laïcité, c'est d'abord un compromis. Et c'est sur ce compromis que nous vivons depuis un siècle. Donc c'est quand même un système qui, quoi qu'on en dise, fonctionne très bien. Les religions semblent toutes s'entendre. Oui, elles ont le droit de se faire entendre sur la place publique. Mariage homosexuel, logement ou euthanasie, quel que soit le sujet, elles défendent leur point de vue sans faire pression sur les décisions politiques. Face à la laïcité, il y a donc un principe d'égalité des religions, mais quid de l'égalité de financement des lieux de ces différentes religions? Le premier principe, c'est la séparation entre l'État et les religions. On ne peut pas demander à l'État de financer les lieux de culte pour les religions. On ne peut pas non plus demander aux collectivités locales de le faire. Le principe dicté par la loi de 1905 visait à l'époque la religion dominante, l'Église catholique. Mais que dit la loi?
l'État ne finance plus la construction des lieux de culte, il veille à l'entretien des églises construites avant 1905, dont il est devenu propriétaire. Mais depuis 100 ans, le paysage a bien changé avec des vagues successives d'immigration et l'émergence de l'islam. Et sans financement public, les nouveaux venus manquent de lieux de prière. Du coup, certains sont moins égaux que d'autres face à la laïcité. On est dans un État laïque, un État républicain qui reconnaît l'ensemble des cultes avec une loi de la laïcité qui est applicable à tous, ou on n'est pas dans un État laïque et encore moins républicain. Les musulmans sont obligés de déborder sur les places publiques et sur les lieux, sur les rues, alors qu'ils n'ont pas le droit, mais en même temps, ce droit-là est opposable à un autre droit, celui de certains maires qui veulent empêcher la construction des mosquées. Marseille, c'est un cas spectaculaire. On a la plus grande communauté musulmane, et quasiment à Paris, à Marseille. À Marseille, ils n'ont pas de mosquée. Mais au-delà du droit et des besoins, se posent globalement des questions de morale. La liberté d'expression se frotte souvent au respect des religions. Toutes en ont fait les frais, mais les affaires des caricatures du prophète Mahomet ont particulièrement fait des vagues. Devoir concilier des inconciliables, c'est bien l'enjeu quand on parle de liberté de chacun dans un pays pluriel. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une équation qu'on va arriver à résoudre un jour? Respecter la liberté de chacun dans un pays pluriel, hein, Guillaume? Évidemment, mais oui. Ben, on a réussi à construire la France de façon totalement artificielle, sans qu'il y ait aucune cohésion culturelle, linguistique, géographique sur notre territoire, du nord au sud, de l'Alsace à la Bretagne. Et pourquoi pas... Pourquoi pas continuer? Bah oui. Quand on parle de... On a un petit peu ciblé, Marie, dans le reportage, sur cette opposition qu'on peut retrouver entre liberté d'expression et respect des religions. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te choquer, la liberté d'expression? Ça peut me choquer, et je pense que ça peut heurter des gens à partir du moment où j'ai trouvé que dans la dernière caricature de Charlie Hebdo, il y avait quelque chose de gratuit. J'ai trouvé qu'il y avait un acte de caricature pour la caricature. C'est gratuit et c'est pour faire vendre. On oublie qu'il y a beaucoup de musulmans, puisque là on parle de la religion musulmane, qui sont en parfait accord avec la République, qui n'ont pas de soucis. Et justement, la laïcité, si elle a été mise en place, c'est pour protéger les citoyens les uns des autres, en fait, pour pas qu'il n'y ait de débordement d'un point de vue religieux. Et là, est-ce que justement, par l'excuse, entre guillemets, de la liberté d'expression, de ces débordements n'ont pas lieu? Voilà. Mais c'est quoi le but d'une caricature, justement? Je défends la liberté d'expression, la liberté de la presse. Mais ce qui me choque, c'est les actes qu'il y a eu après. On va avoir des personnes qui vont, pour répondre à ce message de la caricature, aller détruire, incendier, etc., les locaux de la presse. Moi, c'est ça qui me choque. On adhère ou on n'adhère pas, mais on n'a pas à avoir de comportement violent pour n'importe quelle religion par rapport à une valeur qui est la liberté d'expression qu'on a durement acquis au fil de notre histoire. Ok, tu as le droit de caricaturer tout ça, mais pas aller jusqu'à offenser les autres. Donc tu es contre les caricatures? Pas la caricature générale, ce genre de caricature-là. Alors là, est-ce que par exemple, juste un instant, Mehdi, est-ce que tout te choque de la même façon ou certains plus que d'autres? Honnêtement, tout me choque. Là, les trois me choquent. Les trois te choquent? Là, les trois me choquent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout détourner. C'est la limite de la liberté d'expression. On est dans la démagogie. Il y a des limites. Alors, c'est ça, il y a des limites à la liberté d'expression, c'est ça que tu dis? Non, je veux dire, ok, on a la liberté d'expression. Je veux dire, il y a des limites, on ne va pas aller choquer quelqu'un. On va pas aller insulter quelqu'un. On est dans la limite de liberté d'expression. Ruven, vous souhaitiez intervenir? Notre droit, au fond, a changé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui va être condamné dans un pays comme la France, ce n'est pas le blasphème ou le sacrilège, mais le tort qui est fait à des personnes particulières. Essayer de distinguer dans la mesure du possible ce qui est choquant et ce qui doit être réprimé. Quel est l'enjeu de la société aujourd'hui? Est-ce que c'est respecter les religions, respecter la laïcité, ou est-ce qu'il ne faut pas renvoyer ces deux questions dos à dos, selon toi? C'est pas vraiment la même chose. On peut pas. C'est deux choses différentes, c'est deux choses à dissocier. Mais respecter les religions, je pense que c'est un principe de la laïcité. Et c'est ce qui permet, en fait, de bien appliquer la laïcité. En tous les cas, ces questions d'évolution de la société sont fondamentales quand on re-questionne jour après jour
cette notion, cette valeur fondamentale qui est celle de la laïcité. Je voudrais qu'on regarde un troisième reportage maintenant, qui est celui de la question de l'évolution de la laïcité face à la société, ce qui anime les politiques pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons. Regardez. La laïcité est donc un principe, un idéal, une configuration juridique, mais tout cela est mouvant, sans cesse en évolution, réévalué. Son principe et son application font l'objet de moult rapports qui abreuvent tous les ministères, l'idée étant de tenir compte des évolutions de la société à spectre large, car la laïcité est partout. La laïcité, ça touche tous les ministères. Je veux dire, je peux prendre chacun des ministères où je verrai que les problèmes laïques sont là. Il y a évidemment le ministère de l'Éducation pour enseigner la laïcité aux jeunes. Il y a le ministère de l'Intérieur qui protège le libre exercice des cultes. Il y a le ministre de la Santé qui, dans les services publics hospitaliers, doit veiller à ce que l'égalité d'accès aux soins ne soit pas perturbée par des pratiques religieuses. Il y a le ministère de la Justice qui applique la loi laïque, qui veille en particulier à ce que tout ce qui relève du civil ne soit pas imprégné du religieux. Prégnante dans tous les recoins de la société, oui, mais parfois au point qu'elle ne devienne un fourre-tout, espace d'amalgame entre questions d'intégration et religion, entre communautarisme et communautarisme religieux. Ainsi, la laïcité se retrouve une valeur galvaudée. Cette nouvelle laïcité stigmatise une religion, il stigmatise souvent les musulmans. La laïcité, ça sert simplement, dans cette perspective, à essayer d'utiliser le mal-vivre des banlieues, à essayer d'utiliser la peur, à stigmatiser la population musulmane. Et alors c'est déplorable parce que du coup, maintenant quand un musulman mais qui pratique tranquillement sa religion, qui n'embête personne, qui ne fait que être sous la garantie de la loi de 1905, quand on lui parle de laïcité, il se dit qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Elle devrait être un terrain d'apaisement. On la retourne parfois pour faire peur. On s'appuie sur des faits divers montés en épingle. S'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on mange pas pendant le ramadan. Sur des chiffres, souvent contestés, pour surligner la montée de l'islam en France. Mais souvent, les politiques s'en emparent et instrumentent la laïcité. Une élection, ça se gagne en faisant aussi du marketing. Le Front National s'est emparé du thème de la laïcité, a essayé de se l'accaparer. Donc c'est là où les républicains doivent dénoncer ce rapt, ce vol, pour en faire un instrument de combat, non pas pour la liberté de conscience, mais contre une religion et une seule. C'est donc à la République de se dresser pour ne pas se laisser confisquer ses principes fondamentaux. Et parfois, certains partis ont pu, par angélisme, déserter des sujets qui pouvaient poser problème. Certaines parties de la gauche a sans doute été molles, c'est-à-dire qu'au fond on était peut-être trop empreint de multiculturalisme et de respect des différences, et puis pas assez affirmé qu'au-dessus de ces différences, il y avait la loi commune qui était celle de la République, et le vivre ensemble dans la République qui doit dépasser les différences. Entre postures politiques, évolution du paysage culturel et religieux, les questions fondamentales posées par la laïcité en France sont bien compliquées dans un pays qui prône la séparation complète entre l'Église et l'État. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ce qui me marquait, c'est déjà de se rendre compte qu'aujourd'hui, les religions, c'est un véritable enjeu social. Déjà parce qu'il y a une confusion majeure entre la religion et le social, justement. On stigmatise beaucoup la religion musulmane, parce que c'est vrai, il y a une coïncidence entre les milieux sociaux défavorisés et l'appartenance à l'islam. Et donc, ça fait un amalgame dans la tête de beaucoup de politiciens. Pour moi, la laïcité, c'est un idéal républicain. Mais il ne faut pas le laisser, à ces politiciens. Il ne faut pas se laisser accaparer le sujet. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une pression aussi énorme du fait, comme on le dit dans le sujet, c'est qu'il y a une particularité quand même française, qui est celle de vouloir dire qu'il y a une séparation absolue entre l'État et l'Église à la base, et les églises finalement aujourd'hui, les différents cultes. Mais il y a une sorte d'affirmation totale là-dessus par rapport aux autres pays. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume ? L'Union européenne, par exemple, fonctionne avec une théocratie comme le Royaume-Uni. Un pays neutre comme la Belgique qui subventionne ces églises. La séparation de l'État et de la religion dans la Constitution, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas au Portugal, au Japon, au Mexique. Et pourtant, dans ces pays-là, on ne va pas retrouver exactement les mêmes codes qu'en France. Je pense qu'on ne peut pas comparer notre modèle de laïcité au modèle américain, où le président jure sur la Bible au moment de son investiture.
Mais je trouve... Le problème, c'est qu'on comprend assez mal la laïcité. On a l'impression que parce qu'on a ce modèle de laïcité, on ne peut pas parler de religion, on ne peut pas parler de sa religion, on ne peut pas montrer sa religion. C'est pas vrai, c'est pas ça. Même si on en revient fondamentalement au texte de 1905, c'est pas ça que dit la loi de 1905. Elle préserve justement la liberté d'exercice des cultes et la liberté de conscience. Donc c'est pas parce qu'on a le modèle religieux qu'on doit abolir toute religion et que tout ce qui est religion, on ne doit pas le voir, on ne doit pas l'entendre. Il y a eu, en tout cas dans la tradition française, l'idée que la laïcité était une sorte de religion, un culte positiviste de la raison. Ce n'est pas la conception ouverte de la laïcité qui a été adoptée dans d'autres pays, où ce qui était important, c'était la reconnaissance du pluralisme, de la diversité. C'était un esprit complètement différent. Je pense qu'on va venir en France aussi à une conception plus ouverte de la laïcité, ou du moins je le souhaite. Je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser tout ce qui est religion au nom de la laïcité. C'est mal comprendre le fondement même de la laïcité française. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose à cette jolie conclusion, par ailleurs, de Raphaëlla? Hein, c'était pas mal, hein? Amen. Une belle synthèse. Amen. Amen. Écoutez, merci infiniment à chacun d'entre vous d'avoir bien voulu participer à cet exercice, à cette émission ensemble. C'était un vrai plaisir. Merci. J'ai beaucoup apprécié, je trouve ça très intéressant. C'est rare de voir des émissions où on fait parler que des jeunes, mais en même temps, heureusement qu'il y avait un philosophe sérieux, professionnel, pour nous cadrer un peu et apporter des éléments de sûreté, parce que bon, on ne sait pas toujours. Une belle expérience qui permet, je pense, de refonder une structure entre les jeunes et la politique. C'était intéressant, on a pu bien voir différentes idées sur la laïcité ici. Difficile, je pense, après d'interagir avec tout le monde, vu les points d'idées différents. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'espère que j'aurai l'occasion de le refaire dans un avenir proche.